La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonsoir à tous et bienvenue sur le webinaire Être proactif dans un avenir économique incertain que nous réalisons ce soir en partenariat avec la DFCG Normandie. Je suis Delphine Cabrol, chef de projet marketing chez Heming et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire. Cette conférence en ligne durera une trentaine de minutes et nous prendrons 10 à 15 minutes pour répondre à vos questions à la fin de la présentation. J'en profite pour vous indiquer que vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez par l'intermédiaire du module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. Par ailleurs, la présentation vous sera envoyée par email à la suite du webinaire. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos intervenants du jour. Cédric Fradin. Bonjour Cédric. Je te laisse te présenter. Bonjour Delphine. Alors, tout d'abord, merci à toutes et tous d'avoir pris de votre temps pour vous connecter à ce webinaire et merci également à Heming et ses équipes pour ce partenariat que nous animons sur la région Normandie, mais également évidemment sur d'autres régions du réseau DFCG. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Cédric Fradin. Je suis DAF d'Altitude Infrastructure Holding, qui est un spécialiste du déploiement des réseaux d'initiatives publiques. Je suis également le président de la DFCG Normandie depuis un peu plus d'un an et intervenant sur les sujets de la transformation digitale des fonctions finance et contrôle de gestion. Merci Cédric. Nous aurons également le plaisir d'accueillir Vincent Guyard qui nous partagera son retour d'expérience. Bonsoir Vincent, je te laisse le soin de te présenter. Bonsoir Delphine, bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc Vincent Guyard. J'ai été DAF puis secrétaire général de Mazars, le tout pendant 6 ans, et j'exerce désormais des activités de conseil financier en indépendant. Et j'ai effectivement eu l'occasion de travailler dans deux expériences professionnelles, une fois chez Mazars et une fois auparavant, avec les équipes d'Heming. Merci Vincent. À ton tour de te présenter, Jean. Bonjour, merci Delphine. Bonjour à toutes et à tous. En effet, je suis Jean Bertoletti, je suis principal au sein d'Heming. Ça fait maintenant 13 ans que j'évolue au sein du groupe. Et dans le cadre de mes fonctions, je porte différentes expertises, catégories achats. Et je suis aussi en charge de la coordination de différentes missions d'optimisation de la performance pour nos clients. Merci Jean. Je vous propose maintenant de découvrir le programme de notre webinaire. Dans un premier temps, Cédric nous présentera la DFCG Normandie, puis nous partagerons notre regard sur le contexte. Jean nous présentera la méthodologie de diagnostic qui vise à identifier les risques et les opportunités, qui permet de mesurer les enjeux et de définir les actions prioritaires à lancer. Puis Vincent nous fera part de son retour d'expérience concernant cette méthode. Pour terminer, nous répondrons à vos questions. Je laisse maintenant la parole à Cédric Fradin pour nous présenter la DFCG. Cédric, c'est à toi. Alors, en quelques mots, pour être bref sur la DFCG, c'est aujourd'hui un peu plus de 3000 membres répartis sur 14 régions. Alors, ces 3000 membres représentent aujourd'hui à peu près 1800 PME et ETI. L'enjeu de la DFCG est de proposer à l'ensemble de ses adhérents des espaces de partage et d'échange pour le développement à la fois professionnel et personnel. Nous avons en Normandie 3 pôles d'animation, un sur Rouen, qui est animé par Sylvain Rousseau, un sur Caen avec Guillaume Leroy et un sur Le Havre avec Éric Scheller. Aujourd'hui, avec près de 100 membres, nous avons fait le choix également de développer différents clubs, club DFCG au féminin, DFCG étudiant, DFCG contrôle de gestion, SI et digital, et le club finance et assurance. L'objectif, notamment au travers de ces clubs, étant de répondre à des attentes de plus en plus spécifiques de la part de nos adhérents. Merci Cédric. Je laisse maintenant la parole à Jean qui va vous présenter la partie méthode. Et en effet, avant d'engager sur la partie méthode, dans un premier temps, on va partager avec vous notre vision du contexte et des enjeux auxquels les entreprises qu'on peut accompagner, je pense, vos propres entreprises font face aujourd'hui. Et en quelques slides, revenir en effet sur ce contexte.
Aujourd'hui, face à la crise sanitaire que connaît le monde et qui suit derrière avec la crise économique, beaucoup d'entreprises sont frappées de plein fouet dans leur activité, tant sur l'intégrité physique des équipes, mais aussi à travers des arrêts totaux ou partiels d'activité. Et tout ça génère un effet ciseau avec d'un côté une baisse de chiffre d'affaires pour bon nombre de secteurs d'activité, mais avec en parallèle un maintien ou en tout cas une plus faible baisse, elle, des charges. Tous ces événements génèrent des incertitudes. D'ailleurs, on viendra un peu vous écouter là-dessus, sur votre indice de confiance, mais on y reviendra. Et ces incertitudes, en fait, vont à minima générer un frein dans la croissance, on en parlait, une dégradation de la rentabilité. En parallèle de ça, on a aussi la conviction que cette crise sans précédent génère aussi des risques, c'est certain, mais qu'il convient de connaître et de maîtriser, mais aussi des opportunités pour pouvoir les identifier et les transformer. Et pour ça, on pense qu'il est important d'une part, engager dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, des réflexions pour la relance de votre activité, mais aussi d'optimiser les charges pour sauvegarder l'entreprise et sa rentabilité, on en parlait. Et tout ceci, surtout en restant pragmatique dans les choix qui vont se présenter à vous et dans les différentes solutions, et aussi bienveillant vis-à-vis des équipes qui vont être impliquées dans un projet tel qu'on va vous le présenter. Mais avant de poursuivre dans notre présentation et justement d'aller sur la méthodologie, on était intéressé avec Cédric, Vincent, Delphine, aussi de vous entendre, et raison pour laquelle on va lancer un sondage de votre côté, et Delphine vous expliquera les modalités, mais on est intéressé de vous entendre sur l'indice de confiance que vous avez aujourd'hui dans l'avenir, et on va préciser tout de suite ce qu'on appelle l'avenir. On va déjà se concentrer sur un avenir à 6 mois. Et pour ce faire, Delphine, je te laisse expliquer les modalités du sondage. Merci beaucoup. Donc voilà la première question qu'on va vous poser et on vous invite à y répondre. Au regard de ce contexte, quel est votre indice de confiance en l'avenir étant dans les 6 prochains mois? 1, faible confiance. 2, donc 1, très faible confiance, excusez-moi. 2, faible confiance. 3, confiance normale. 4, confiance élevée. 5, confiance très élevée. Eh bien, écoutez, pour le moment, nous avons un certain nombre, 25% des participants ont voté, 42%. Je laisse encore quelques instants pour avoir la totalité des participants qui ont voté. Nous sommes à 67%, encore quelques instants. Et je vais fermer le sondage. Voilà, je pense que nous avons déjà une bonne aperçu. Je donc ferme le sondage et je vais vous partager le sondage que Jean va vous commenter. Ouais, donc bon, comme on le voit, les résultats sont encore partagés. Alors, en effet, très peu sont élevés et aucun répond confiance élevée, voire très élevée. On est plutôt sur une confiance normale. C'est en tout cas les éléments qu'on rencontre de manière assez classique dans les entreprises et toute la présentation en fait se veut dédier. De toute façon, quel que soit votre indice de confiance, je pense que le sujet et la méthodologie qu'on va vous présenter à la suite peut avoir du sens parce que il conviendra en fonction d'adapter les actions et de définir les priorités. Merci en tout cas pour d'avoir participé à ce premier sondage. Je vous propose de poursuivre maintenant sur la méthodologie et le diagnostic et le pourquoi aujourd'hui on se réunit. Dans le contexte, et je vous prie de m'excuser, dans le contexte aujourd'hui qu'on connaît et qu'on se décrivait, avec le groupe, avec Hemming, on a travaillé sur une approche globale, multi-expertise, qui permet d'avoir une vision à 360 degrés, tant des opportunités que des risques, on en parlait. Et tout ce travail, on l'a construit avec l'ensemble des expertises chez nous pour identifier les axes qui vont permettre d'avoir un impact économique à court terme. On peut préciser d'ores et déjà ce qu'on appelle le à court terme, à savoir à 6 mois, pour générer des gains sur la prochaine année fiscale et aussi au-delà des gains dégagés de la trésorerie. Cette approche, vous le voyez, on l'a scindée en 3 points. La première sur le diagnostic flash, qui au bout de 15 jours permet d'avoir justement cette vision pour choisir les actions engagées sur la base de différents critères et les 2 principaux critères étant les enjeux identifiés
et la facilité ou la difficulté de mise en œuvre de ces actions. Une fois tout ce travail identifié, on reviendra dessus en détail sur les différents sujets que vous voyez, sociaux, fiscaux, achats ou encore innovation. Une fois qu'on a pu prioriser avec nos clients, avec nos interlocuteurs les actions et qu'on vient ensuite de rentrer plus en détail pour définir concrètement les actions qui convient de mener et de quelle manière on va aller les implémenter pour générer, on disait, dégager de la trésorerie et générer des gains. On parlait aussi de minimiser parfois des risques parce que dans le cadre des interventions qu'on peut avoir, on peut, au-delà d'identifier les opportunités, aussi parfois identifier et lever des risques. Et donc, il convient du coup de les contrôler, de les maîtriser. Bien sûr, on le disait, ce travail il peut être fait sur 4 sujets, social, fiscal, achat ou innovation. Et en fonction des besoins, on a certains clients qui interviennent ou ont déjà mené des actions sur des sujets fiscaux ou par exemple CIR. Et là, du coup, il convient bien sûr d'adapter. Tout ça est assez flexible. On peut tout à fait intervenir sur seulement une partie de ces points-là, mais on reviendra encore une fois plus en détail plus tard sur les grands leviers. Jean, une question me vient tout de suite, si je peux me permettre. On est aujourd'hui dans un contexte que l'on sait complexe, relativement obscur, le brouillard est épais. On est dans un culte de l'action et donc de la vitesse. On doit réagir de plus en plus vite. Est-ce que la mise en place du Diag Flash, dont on voit qu'il peut s'inscrire entre 7 semaines, voire évidemment on voit quasiment parfois 5-6 mois, est-ce que ce nouveau contexte vous a amené à changer votre méthode et à l'appréhender en tout cas de manière différente? Oui, merci pour la question. En effet, le contexte nous a encouragés à avoir ces accompagnements de manière différente parce que bon nombre d'entreprises avaient un caractère d'urgence pour, encore une fois, identifier les actions qui convenaient de mener avant de faire parfois des choix lourds, notamment qui pouvaient avoir des impacts notamment sociaux. Donc, raison pour laquelle on a travaillé justement cette première étape qui, il y a encore quelques mois chez nous, n'existait pas. C'est ce qu'on voit apparaître, c'est cette notion du diagnostic flash qui, au bout de 15 jours, permet déjà de voir un peu le potentiel ou les gisements d'économie, de dégagement de trésorerie, et du coup permet aux clients de, encore une fois, prioriser les actions. Donc, oui, pour répondre plus directement à la question, oui, on a revu notre méthodologie d'accompagnement pour justement s'adapter à la situation que traversaient les entreprises. Pour poursuivre du coup et justement pour aller un peu plus loin sur ce qu'on met dans un diagnostic flash et pour pouvoir vous partager un peu des éléments et des premiers contenus, je vous partage la planche suivante. Ici, vous retrouvez justement cette vision à 360 de l'ensemble des charges pour bien comprendre les périmètres qu'on adresse à chaque fois qu'on intervient chez les clients, d'avoir aussi des éléments de décision et des éléments décisionnels sur la priorisation des actions, et la synthèse des enjeux et des impacts. Quand on parle des impacts, ça va être, on parlait tout à l'heure de facilité de mise en œuvre, mais ça peut être aussi des impacts organisationnels, parce que parfois ça nécessite ces actions des changements, pas dans l'organisation dans le sens sur les équipes, mais plutôt dans les process de gestion, mais on y reviendra un peu plus loin. Et au-delà de cette vision à 360, on s'attelle à fournir à nos clients, en fonction des sujets sur lesquels on a travaillé, sur lesquels on les a accompagnés, un zoom sur chacun des 4 grandes familles qu'on adresse. Et à chaque fois, le contenu il est adapté aux thématiques. Vous voyez dans un premier temps toutes les thématiques achats sur lesquelles vous allez retrouver des Marimekko pour comprendre la dispersion au niveau des fournisseurs, parce que ça, sur les thématiques achats, ça peut nous servir déjà de premier indicateur. Le niveau de concentration du marché en fonction des thématiques. On va aussi prioriser en fonction des enjeux et du poids des enjeux. Et en fait, on va également analyser, par exemple, les contrats, les échéances, parce qu'au-delà d'avoir identifié des enjeux, si à côté de ça, vous êtes contractuellement engagé encore 1 an ou 2 ans avec un fournisseur, il convient sans aucun doute pas de démarrer par ce sujet-là, mais d'en identifier d'autres. Sur la partie, par exemple, Zoom et sur la partie innovation, on va regarder l'ensemble des projets qui sont éligibles, comment aujourd'hui
les dossiers sont présentés, traités, acceptés par l'administration, comment tout ça et tous vos projets d'innovation peuvent être financés avec les différents dispositifs. Et vous restituez à chaque fois les éléments pour vous indiquer par où, à notre sens, commencer sur la base de nos expériences. Et ça va être valable sur l'ensemble des autres sujets, fiscalité et RH, sur lequel on reviendra également par la suite un peu plus en détail. Alors, Jean, moi qui ai toujours des questions parfois à profusion, est-ce que une vision qui est traditionnellement orientée un peu cost-killing, hein, l'approche qui consiste à aller chercher des économies, amène à davantage convaincre sur la légitimité de ce type de prestation de service? Comment aujourd'hui on est amené effectivement à aborder le client pour le mettre en avant, cette stratégie d'accompagnement au pilotage des économies? Merci encore pour la question et ça me permet de soulever un point du coup que j'avais pas abordé là parce qu'on parle de cost-killing, c'est pas forcément un terme qu'on apprécie parce que en fait ça traduit souvent une notion court-termiste et de parfois faire des mauvais choix, c'est-à-dire des économies très rapides mais qui ne tiennent pas dans le temps et du coup ça me permet d'ouvrir sur l'importance dans les choix qui sont faits par les entreprises au-delà de générer rapidement des économies, surtout qu'elles tiennent dans le temps, parce qu'il n'y a rien de plus destructeur de générer des économies sur les 6 premiers mois et qu'après on ait si je puis dire, un retour de manivelle avec soit des réajustements, soit des fournisseurs qui reviennent renégocier parce qu'ils n'arrivent pas à maintenir l'état vérif. Donc, pour travailler non pas sur une logique de cost-killing, mais on va plutôt parler de pérennité, de performance, quels que soient les sujets. Sur chacune des thématiques, on a à cœur d'intervenir chez nos clients sur 3 grands axes et du coup je passe sur le slide suivant, pas que sur le sujet que vous voyez central qui est l'application. Si je regarde l'application, on va être sur typiquement négocier les tarifs et parfois trop négocier les tarifs peut être destructeur à la fin de valeur parce qu'on va perdre un fournisseur qui nous donne satisfaction. Ou encore sur les RH, ça va pas être que récupérer les IJSS versés ou vérifier les taxes foncières commerciales sur de la fiscalité, mais c'est aussi, et c'est important pour pérenniser la démarche, travailler plus en amont. Donc si on prend des exemples sur la partie RH, ça va être d'analyser par exemple les process de gestion des IJSS, au-delà d'aller récupérer les IJSS et d'améliorer les process. Si on prend sur la fiscalité, au-delà de travailler sur les taxes foncières, c'est aussi en amont de se poser des questions sur quand on crée un site ou quand on a une nouvelle implantation, d'avoir une réflexion sur la stratégie d'implantation et du coup les impacts fiscaux ou achats que ça va générer. Ou encore, on parlait tout à l'heure d'innovation sur le crédit d'impôt recherche. En amont de tout ça, il y a aussi une stratégie à développer, un management de l'innovation sur lequel on peut aussi accompagner nos clients et sur lesquels on est en mesure de les conseiller. Donc, on disait 3 phases. Amont, j'ai commencé à décrire l'application et ensuite l'aval, parce qu'au-delà d'avoir trouvé des gisements, de les avoir mis en place, derrière, on parlait de pérennisation, il convient de les suivre dans le temps. Et ça, sur chacun des thématiques, il convient souvent de mettre en place des indicateurs. On voit là la notion de KPI, de sécuriser les process de paye ou encore d'auditer les process parce que au-delà d'avoir négocié les bons prix, d'avoir le bon niveau de fiscalité, si derrière on a un process qui n'est pas fiable entre la prise de commande et le paiement de la facture, ça peut être aussi source je parlais tout à l'heure de destruction de valeur, en tout cas de non-atteinte du plein potentiel et de l'optimum. Pour agrémenter ça, ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur des cas concrets d'actions qui peuvent être menées sur 3 des grands thèmes. On va parler là un peu plus en détail sur les thématiques dans un premier temps RH, avec quelques exemples de leviers. Par exemple, sur la performance paye et les coûts RH, on parlait tout à l'heure de la récupération des IJSS. On va aussi être en mesure de travailler avec les clients sur l'identification de leviers financiers, d'économie sur tout ce qui est accident du travail, maladie professionnelle, ou encore tout ce qui est toujours en lien avec
la récupération, donc là on est dans de la pure application, mais plus en amont cette fois-ci, travailler sur le management des risques professionnels. Et ça, vous le voyez après sur la droite, les slides suivants sont toujours construits de la même manière. Les niveaux moyens d'enjeux, et on parle bien d'enjeux économiques, qu'on peut constater chez nos clients. Donc sur la performance paye, on va être sur des enjeux en moyenne inférieurs à 3%, mais sur une masse et sur un volume qui est quand même important, souvent dans les structures et chez nos clients. Et sur le management des risques professionnels et sur le périmètre qu'on adresse, on va plutôt être sur des enjeux de 3 à 7%. Pour continuer à alimenter les échanges, la réflexion, je vous propose de passer cette fois-ci sur plutôt des leviers fiscaux. On parlait tout à l'heure de se poser des questions en amont. La fiscalité locale en est un bon exemple parce que dès la construction d'un bâtiment, il y a des points qu'il convient de vérifier, travailler sur la taxe sur l'urbanisme par exemple ou encore l'aménagement. Lors de la détention, donc là on est vraiment dans de l'application, on va être sur les taxes foncières, les taxes sur les bureaux. Et avec à chaque fois des enjeux moyens qui sont quand même intéressants, parce qu'on va être sur 10 à 20% d'enjeux. Et enfin, tout au long de la vie du bâtiment, et là on va par exemple être plus sur les cotisations foncières des entreprises. Et ça, c'est valable tant sur la fiscalité locale, que j'ai décrit un peu en détail, mais aussi sur la fiscalité sectorielle. On va être là sur d'autres types de taxes, la C3S, la TGAP, ou de la fiscalité énergétique qui est aussi importante parce que si on prend par exemple une facture d'énergie, on reviendra sur ce sujet un peu plus tard, pratiquement plus de la moitié d'une facture d'énergie n'est pas de la fourniture en elle-même d'énergie, dans le sens de la production de l'énergie, mais est plutôt des jeux de taxes et d'acheminement, donc sur lesquels il convient de l'étudier très en détail. Et enfin, troisième grande famille dont on parlait tout à l'heure, la partie achat. Là, on a pris quelques exemples qu'on agrémentera par la suite avec des cas clients, mais sur les assurances, on peut avoir des enjeux situés entre 3 et 7% des gains, et quand on connaît les primes de police d'assurance, ça peut générer des gains financiers importants. Et là, de la même manière, en amont, avant de négocier les polices et les primes, il convient déjà de bien comprendre et de bien connaître son risque. On reviendra dessus un peu plus tard également, mais quand on dit son risque, c'est de l'analyser, c'est de connaître le risque maximum possible, c'est d'analyser la sinistralité pour ensuite aller négocier les bons textes de police. Là, on est sur des axes qualitatifs et les bons niveaux de primes, de franchise et les niveaux de garantie. Ça, ce travail-là, il est valable sur l'ensemble des autres catégories achats. On parle cette fois-ci d'énergie, on va parler de flotte auto ou encore d'immobilier, et je vais rester sur ce dernier exemple, peut-être l'immobilier. En amont, on va être sur toutes les stratégies justement d'implémentation et de se poser des questions du type de bien, de la taille du bien. Et on sait qu'en ce moment, beaucoup d'entreprises se posent des questions sur est-ce qu'au vu des situations qui évoluent, des nouveaux modes de travail, on parle là du télétravail, quelles questions il convient de se poser? Est-ce que j'ai toujours besoin d'autant de mètres carrés? Qu'est-ce que je peux du coup négocier avec mon bailleur? Parce que les bailleurs aujourd'hui, en tout cas un certain nombre d'entre eux peuvent parfois être intéressés pour mener des négociations, bien sûr avec des contreparties, mais il y a des sujets intéressants qu'il convient de mener. D'auditer aussi bien sûr les baux et de s'assurer que l'ensemble des charges appelées sont correctement appelées et que vous n'avez pas de somme indûment payée. Voilà, on a essayé à travers ces 3 slides d'agrémenter un peu avec des exemples concrets les actions qu'on peut mener, en tout cas qu'on regarde à travers ce diagnostic flash. Je vais poursuivre maintenant. On vous partage une planche sur laquelle je ne vais pas m'attarder et on vous adressera à la suite du webinaire l'ensemble du support et vous pourrez en prendre connaissance, mais c'est des éléments et des dates clés qui nous semblent importantes, notamment dans la priorisation. Je disais, il y a des critères qu'il convient d'avoir prendre en compte dans le phase de priorisation. C'est bien sûr les enjeux, c'est la facilité ou la difficulté de mise en œuvre, mais il y a aussi ces notions de date limite. Parfois, passer une date limite, vous ne pourrez plus récupérer et faire certaines réclamations ou faire certaines déclarations. Donc, on vous a partagé ces dates et on vous laissera en prendre connaissance dans le détail en fonction de l'intérêt que vous pourrez porter à ces différentes familles ou à ces différents sujets.
Voilà. Ce que je vous propose maintenant, et comme Delphine pouvait vous l'expliquer, vous le proposer, on va maintenant plutôt s'intéresser et aller sur des retours d'expérience concrets. Pour ce faire, on a préparé un certain nombre de cas clients et surtout, Vincent, je vous invite à aussi partager vos expériences et vos retours d'expérience. Pour ces retours d'expérience, du coup, on va dans un premier temps l'étayer avec un exemple concret sur un sujet flotte auto. Alors là, en l'occurrence, on a pris un exemple de grand parc avec 1600 véhicules, mais on accompagne des flottes à partir, on va dire, de 60 véhicules jusqu'à plusieurs milliers. Donc, le sujet n'est pas tant le volume, mais plutôt les sujets qu'on a pu adresser pour ce client qui était intéressé pour travailler et répondre à différentes problématiques et qui est assez commune à bon nombre d'entreprises aujourd'hui, à savoir des problématiques économiques, mais aussi écologiques. Et c'est peut-être l'intérêt sur la flotte auto, c'est que là où sur certains sujets, économie et écologie sont pas vraiment compatibles, sur la flotte auto avec les fiscalités qui y associées, souvent l'axe écologique alimente l'économie et inversement. Donc on a pour ce client travaillé sur la rationalisation des coûts, simplifier la gestion et aussi encourager les collaborateurs qui étaient éligibles à partir sur des énergies alternatives que je précise tout de suite. On va être sur des véhicules hybrides ou électriques. Voilà. Et pour ça, on a travaillé avec lui sur différents jeux de négociation avec les constructeurs, avec les loueurs, modéliser un certain nombre de scénarios et à chaque fois, surtout, essayer de s'adapter au plus juste à l'usage. Parce qu'encore une fois, si on ne regarde pas et si on ne fait pas une analyse en amont, on revient sur la notion du process que je vous décrivais tout à l'heure, on pourrait faire des mauvais choix. On pourrait mettre un véhicule hybride sur des fortes lois de roulage et on sait par expérience que c'est souvent un mauvais choix économique, en tout cas, et que ça va générer plutôt des surcoûts parce que l'intérêt de l'hybride ne va pas forcément se situer sur des gros rouleurs. On va aussi étudier, pour ce client, on a aussi étudié l'ensemble des coûts cachés, parce que quand on parle d'électrique, ça soulève des questions de se poser et qui convient de se poser en disant comment le collaborateur, je peux l'équiper en borne chez lui pour qu'il puisse recharger. Qu'est-ce qui se passe si demain je l'équipe et qu'il part? Bref, il y a beaucoup de questions à se poser sur ces sujets flotte automobile. Alors, Jean, si je peux ajouter quelques éléments vécus au cours de 2 missions sur la flotte automobile, une fois chez Mazars et puis une fois dans une autre entité, c'est que moi, ce que je retiens de l'intérêt de l'intervention d'Aiming sur un sujet comme celui-ci, c'est que d'une part, c'est un sujet qui, contrairement aux apparences, est extrêmement technique en fait. Il y a plein de sujets sur un parc automobile. Il y a des sujets de bonus-malus, des sujets de TVS, des sujets de pneus hiver-été, de véhicules de remplacement, etc. Et en fait, tout cela a un coût et on ne peut pas être l'expert de tout. Autant quand on achète des fournitures de bureau, c'est quand même a priori plus facile à cerner. Sur un parc automobile, il y a quand même beaucoup de subtilités et c'est l'expertise technique des équipes d'Aiming est d'un grand secours. L'autre intérêt que j'y vois, c'est que Aiming fait tampon à la fois auprès des interlocuteurs internes, parce que quand on parle de parc automobile, on touche à l'intime en fait des gens. C'est une voiture, on s'en sert d'un point de vue professionnel, mais on s'en sert également dans sa sphère privée. Et donc, c'est quand même un sujet de cristallisation, enfin d'agacement potentiel, parce que souvent même, ça fait intervenir un ou une conjointe, et c'est un vrai sujet de crispation, on va dire. Et quand il s'agit de porter des messages qui ne sont pas forcément faciles à porter, ça peut aider en fait d'avoir un tiers. Et vis-à-vis des loueurs, eh bien, objectivement, ils n'ont pas la même façon de se conduire, ils n'ont pas les mêmes propositions. Quand ils ont en face d'eux des gens qui sont issus de leur métier et à qui ils ne peuvent pas raconter d'histoire, et des gens dont ce n'est pas le métier, en fait, tout simplement.
Et l'autre chose que je voulais ajouter, alors pardon Jean, parce que ça concerne le slide précédent, c'est que tu évoquais les économies que pouvait représenter une intervention par catégorie d'achat indirect. Alors c'est vrai que évidemment l'aspect économie est important, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, pour l'assurance, très souvent au même prix, on peut avoir des couvertures supplémentaires, on peut être mieux assuré. Pour la téléphonie, c'est la même chose. On peut tirer les prix vers le bas, mais quelquefois simplement en repassant le contrat en vue, on peut simplement avoir plus de services pour le même prix, ce qui revient à une diminution tarifaire quelque part. Et ça, c'est un plus en fait. Ça permet d'ajouter et de faire valoir également votre intervention. Il n'y a pas forcément que du coût tiré vers le bas. Et la dernière chose sur ce sujet, et là je pense particulièrement à la téléphonie, c'est que l'expérience m'a montré que en fait, il est toujours bon de repasser les contrats au peigne fin régulièrement et assez souvent. Parce que en dépit de la bonne relation qu'on peut avoir avec son fournisseur de téléphonie mobile, avec son assureur, avec son prestataire, eh bien, force est de constater que très souvent, il a quand même oublié de vous parler d'une amélioration de son offre, de vous faire profiter d'une diminution de tarif sur un sujet. Et voilà, ça permet simplement d'avoir toujours l'offre la mieux adaptée en fait, et la plus économique. Et merci de souligner l'ensemble des points et je rebondis sur le dernier point évoqué, qui est de dire il est toujours bon de remettre à plat un peu l'ensemble des sujets, hein, et Vincent abordait le sujet à travers le prisme achat, mais je pense que ça reste aussi tout aussi valable sur des axes RH et fiscaux. Mais sur les thématiques achat, je vais vous partager une expérience. Vincent était sur un sujet télécom, donc je reste sur cette thématique-là. Il y a un client qu'on accompagne depuis maintenant 7 ans, et tous les 2 ans, on l'accompagne et tous les 2 ans, on trouve à peu près 20% d'économie. Et j'ai souvenir d'un premier échange au bout de la 2e mission, on avait retrouvé 20% d'économie où il nous a un peu challengé sur, mais du coup, est-ce que je dois comprendre que la première mission, en fait, vous aviez pas fait bien le travail, en tout cas, vous n'étiez pas allé au bout de la démarche? En fait, le sujet n'est pas là. En effet, c'est plutôt, comme Vincent le soulignait, c'est que, et ça c'est valable, je pense, sur tous les sujets, achats, fiscaux, RH, c'est pas tant d'être allé à l'optimum, c'est plutôt de bien prendre en compte l'évolution des offres, si on est sur les fournisseurs, et aussi l'évolution des besoins. Si on reste sur des exemples de téléphonie, si on regarde les parcs, et un certain nombre d'entre nous, je pense, l'ont connu avec les BlackBerry, aujourd'hui on ne voit plus, et les poches sont remplies de Samsung et iPhone et autres marques. Clairement, les usages et les pratiques ont beaucoup évolué. Et ça, si les contrats ne suivent pas vos évolutions, vous allez avoir des décalages, et les fournisseurs, quels qu'ils soient, ou tous les acteurs, en profitent pour se refaire, si je puis dire, de la marge. Donc, c'est en effet important de régulièrement remettre à plat l'ensemble de ces éléments. Alors, c'est quelque chose que nous n'avions pas évoqué, Jean, Vincent et Delphine, effectivement, à l'occasion de la présentation de ce webinaire. Mais donc Jean, c'est l'occasion de revoir les cahiers des charges, de revoir effectivement les besoins. Et on sent bien qu'il y a véritablement des enjeux également fortement organisationnels dans la mise en place de ce DIAC Flash. Oui, alors en fait, on partageait tout à l'heure le slide amont, application, aval. D'expérience, la pure application, que ce soit de la récupération de taxes ou des jeux de négociation, on va être sur, ça va représenter 40-50% des enjeux totaux. Tout le reste des enjeux va plutôt se porter sur la notion de redéfinition du besoin, et on rejoint la notion de rédaction du cahier des charges évoquée par Cédric, ou de remise en place de process et d'indicateurs dont je parlais tout à l'heure. Ces process, c'est aussi ça, et on ira un peu plus tard, par exemple, sur des exemples concrets. On parlera et on quittera les sujets achats pour partir sur des sujets RH et parler d'absentéisme. Mais c'est de travailler en amont et de suivre aussi qui permet
au-delà de générer des gains, de les pérenniser. Et c'est un élément qui est, je pense, clé pour les entreprises, au-delà de générer des gains à court terme, c'est de les conserver dans le temps. Vincent abordait une expérience et il partageait son expérience sur la flotte auto. Il parlait également du sujet assurance en parlant des primes et des garanties. C'est justement un deuxième cas client qu'on souhaitait vous partager. Cette fois-ci dans un autre secteur, on est plus dans de la grande distribution avec un réseau de magasins et de différentes enseignes affiliées qu'on avait pu accompagner sur l'ensemble des sujets IRD. Donc, on va retrouver toutes les thématiques de dommages, de RC, de flotte auto ou encore d'automission. Le constat pour ce client, c'est qu'il était face à des programmes qui étaient très éclatés en fonction des différentes enseignes, des coûts qui lui semblaient en tout cas dans un premier temps assez élevés et peu d'éléments pour piloter et gérer son risque. Du coup, on avait pu l'accompagner dans un premier temps sur justement l'identification et l'analyse du risque à proprement dit, sur la quantification tant d'un point de vue financier que qualitatif et l'analyse de la sinistralité et donc du passé. Souvent on parle, quand on est sur des thématiques achat, d'appel d'offres, mais l'appel d'offres n'est pas une finalité, c'est plus une stratégie de négociation et en l'occurrence pour ce client qui avait une relation forte avec son courtier, on a plutôt fait le choix de partir sur une négociation de gré à gré et qui a porté ses fruits. Vous voyez le résultat à droite avec 12% d'économies réalisées, qui a permis du coup de renforcer le partenariat qui existait avec le courtier en place et derrière de mettre en place des actions de suivi. Les facteurs clés de succès sur ces sujets, on va plutôt être sur la fixation d'objectifs et l'intégration dans une démarche groupe. Donc, on parlait tout à l'heure des programmes qui étaient fragmentés. L'harmonisation du panel fournisseur, donc pas tant du courtier, mais plutôt derrière des assureurs. Et Vincent partageait son expérience sur l'importance d'un regard au-delà de pure négociation aussi technique. Et ça a été aussi tout l'enjeu de dire pour challenger le courtier, pour challenger les compagnies d'assurance associées, c'est aussi intéressant d'avoir, on va dire, de notre côté de la table, avec le client, un regard d'experts, et en l'occurrence de personnes, soit d'anciennes compagnies d'assurance, soit de cabinets de courtage, parce que du coup, j'allais dire, ils parlent d'égal à égal, ou en tout cas, ils parlent, si je puis dire, la même langue, parce qu'on sait que le sujet des assurances est quand même une langue assez spécifique, et ça permet aussi de bien aligner les enjeux et d'obtenir, au-delà des économies, de sécuriser la situation, parce que c'est bien ça le premier but des polices d'assurance, c'est de sécuriser ou en tout cas de vous assurer face à un risque. Je ne peux que confirmer tes propos, Jean. Il n'y a quand même pas beaucoup de monde qui comprennent vraiment comment fonctionnent les assurances. Tout le monde n'est pas actuaire et c'est quand même extrêmement technique en fait. Moi j'ai le souvenir d'un intervenant d'Aiming qui était simplement savoureux en fait. Voilà. Ce sont des moments professionnels dont j'ai un souvenir élevé et ému. Voilà, vraiment. Je lui transmettrai, merci. Ensuite, on va passer sur un autre achat pas moins technique pour le coup que l'assurance, mais cette fois-ci sur des sujets d'électricité. Sur les sujets d'électricité, j'en parlais très succinctement tout à l'heure à travers l'axe et le prisme fiscal, mais c'est en effet un des paramètres d'une facture d'énergie et donc qui convient cette fois-ci non pas de négocier parce que ça se négocie assez mal les taxes, mais plutôt d'optimiser et donc de travailler sur des optimisations tant de fiscalité que d'acheminement et après plus sur l'axe de négociation de définir une stratégie achat. Alors là, on a pris un contexte particulier, on a laissé les dates par choix parce que sinon, pour certains qui ont suivi un peu le cours de l'énergie, ça aurait pu sembler décorrélé, mais je ferai un parallèle, c'est que là, on était du coup dans une situation en 2016-2017 et du coup sur un marché qui était plutôt haussier. Alors que je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont déjà constaté, les derniers mois étaient plutôt
à la baisse, mais on pourra faire un arrêt sur image si vous le souhaitez sur cette thématique-là. Et donc là, le travail a été fait, et vous le voyez, on a anticipé les éléments jusqu'à plus de 2 ans en amont, parce que c'est des choses qui peuvent se négocier bien en amont, l'énergie, et c'est peut-être un des avantages de ce sujet-là, avec du coup tout un jeu de stratégie achat définie. Et ensuite, des beaux enjeux à la clé. Alors là, on était pour rappel sur 1,8 million de dépenses et 300 000 euros d'économies obtenues à la fin de la mission, et surtout, et c'est un élément important, un impact d'évolution marché qu'on a réussi à lisser dans le temps. Et on sait, parce que l'énergie a des fortes fluctuations, et on a laissé en visuel une courbe, ça n'a que valeur visuelle, mais vous voyez quand même les évolutions que ça peut rencontrer. Pour un certain nombre d'entreprises, il est important de pouvoir lisser justement ces évolutions de prix. Et donc, au-delà d'aller générer des économies, on a créé, on va dire, une forme de stabilité budgétaire. Les facteurs clés de succès sur ce dossier, on était plutôt cette fois-ci sur la capacité à adapter, à animer les échanges entre les interlocuteurs internes et les fournisseurs, et le développement cette fois-ci d'outils d'analyse, d'appel d'offres et de reporting, et donc de suivi, parce que c'est peut-être un des derniers points importants pour la pérennisation. On parlait tout à l'heure d'indicateurs, mais les indicateurs, il convient de les suivre, et donc de s'équiper pour bien suivre l'ensemble de ces sujets est un élément important. Je vais poursuivre sur cette fois-ci plutôt un autre axe. On va sortir des achats, on va plutôt partir sur un axe qui était important, en tout cas pour nous, au-delà de la fiscalité des achats. Il y avait tout un sujet RH, et souvent, et Vincent faisait la remarque tout à l'heure en disant au-delà, il n'y a pas que l'économie. Je trouve que l'absentéisme en était un bel exemple, et donc raison pour laquelle on a fait le choix de faire un petit arrêt sur image aussi sur ce sujet, parce que quand on parle d'absentéisme, trop souvent c'est pris par les entreprises comme un sujet, et j'allais dire, et j'ose le dire, limite comme une fatalité ou plutôt un constat. Or, pour nous, le sujet n'est qu'un point de départ, et pour le travailler, il convient dans un premier temps de bien le cartographier. Quand on parle de le cartographier, c'est de le comprendre, si les absences sont sur des courtes durées, sur des longues durées. Est-ce que ces absences, elles sont concentrées sur quelques personnes ou quelques populations, ou au contraire, si elle est assez propagée au sein de toutes les structures, voire tous les sites. Une fois qu'on a compris ça et qu'on a défini ces indicateurs, c'est pouvoir accompagner et analyser les raisons qui ont généré cet absentéisme. Et ça, on peut le faire à travers des questionnaires, des entretiens, voire même des groupes de travail. Une fois que du coup on a pu faire tout ce travail et toutes ces analyses, l'idée c'est d'identifier quoi, à savoir les facteurs qui viennent augmenter le taux d'absence, mais aussi d'identifier les facteurs qui améliorent l'engagement, parce que on parle là d'absentéisme, mais en face de ça, l'objectif c'est, au-delà de diminuer les taux d'absentéisme, c'est bien d'engager et d'améliorer l'engagement des collaborateurs. C'est un élément qui est important et sur lequel on reviendra après. Et le tout, en fait, au-delà d'identifier les facteurs, c'est pour du coup définir, et on est sur la partie en bas à gauche de notre présentation, définir les actions qui convient de mener, parce que l'expérience de nos équipes sur ce sujet, c'est que il est rare que face à 2 entreprises d'un même secteur, qui pourtant parfois ont des caractéristiques d'absentéisme assez communs, à savoir plutôt de la longue durée et assez concentré sur quelques personnes ou quelques types de populations. Les actions qui convient de mener sont pas forcément les mêmes, parce que là, on va dire les causes racines, en tout cas les sujets, les facteurs qui ont généré pourtant ces mêmes caractéristiques sont pas forcément les mêmes. Et donc, il convient derrière d'adapter les actions. On va être sur parfois des actions très simples, sur avoir des appels et des entretiens préalables à la reprise de poste, voire après sur des sujets et des actions peut-être plus complexes, mais cette fois-ci favorisant aussi l'engagement des collaborateurs. Voilà, c'était le dernier exemple qu'on souhaitait vous partager avant d'aller plutôt après sur les recommandations, en tout cas les actions qui convient de mener si demain vous souhaitez
réaliser ce type de travail. On parle là du diagnostic flash et d'une manière plus générale des actions d'amélioration de la performance de votre structure. Je vais donc maintenant sur les recommandations. Si on peut se permettre, dans un premier temps, quelques recommandations, c'est dans un premier temps, il est important de commencer, je pense, par d'avoir une raison forte qui explique le travail que vous souhaitez engager et que vous allez engager avec les équipes. On parlait tout à l'heure aussi de rester pragmatique tout au long de vos actions et de rester bien ancré dans le terrain. Ensuite, on parle d'un autre élément qui est pour moi clé tout au long du projet, c'est de mener, on parle de diagnostic, mais en tout cas sur une période courte. C'est-à-dire que il est dangereux de lancer ce type de projet et dans un premier temps de l'étaler sur 3 ou 4 mois, parce que à un moment, on va générer des frustrations et de l'incompréhension, parce qu'il y a des personnes qui vont s'y être investies, avoir travaillé, avoir restitué des éléments, des idées au bout d'un mois. Sauf que pour avoir une vision d'ensemble, si vous devez attendre 2, 3 mois supplémentaires, les premiers à avoir restitué ne comprennent pas qu'on ne mène pas encore les actions. Et donc, dès le début, il convient d'avoir et d'engager une action forte sur une période courte. En face de cette période courte, il convient du coup d'avoir un pilotage assez précis des besoins et des ressources que vous allez mobiliser sur le projet. Dernier point sur le pilotage et les équipes, ce qu'on a l'habitude et ce qu'on apprécie de faire, c'est de travailler avec, on parlait tout à l'heure de vision à 360, et le pendant, en fait, c'est de bien travailler avec l'ensemble des directions. Vincent, tout à l'heure, à travers son partage d'expérience, revenait sur le sujet, par exemple, de la flotte auto, mais ça, c'est valable sur un grand nombre de sujets et pas que achat. Il convient d'impliquer de la direction générale qui va notamment donner le sens du projet, mais aussi la direction des ressources humaines, la direction financière, la direction achat, la direction opérationnelle en fonction des métiers et des sujets. Et en soi, et après, de mettre en place un espace partagé, mais on va dire c'est peut-être un des effets bénéfiques de la situation qu'on traverse aujourd'hui, c'est que beaucoup de solutions se sont déployées au sein des entreprises et je pense que les entreprises ont compris les bienfaits d'avoir des espaces de partage quand bien même on reste à distance et d'être capable de mobiliser du coup, et ça rejoint la notion de travailler sur une période courte, de mobiliser rapidement des ressources et des équipes. C'est un élément qui est clé pour nous sur la réussite. Et je profite du coup du temps encore qui m'est imparti pour dire au-delà de ça et surtout, bien sûr, je pense que vous l'avez compris, mais n'hésitez pas non plus à faire appel et à vous appuyer aussi, bien sûr, sur des experts qui sauront aussi vous aider et vous accompagner pour identifier rapidement des enjeux, mais au-delà de les identifier, vous accompagner dans la mise en œuvre et leur suivi. Voilà, merci à tous. On va maintenant, je pense, aller plus sur la partie qui sommes-nous et nous présenter peut-être très succinctement à vous. On s'est présenté bien sûr, mais donc on est le cabinet Hemming à travers, on travaille dans une quinzaine de pays, à travers 1300 collaborateurs. Et je pense que vous l'avez compris tout au long de la présentation, mais on travaille dans 4 grands domaines d'activité, dans toute l'optimisation des charges, autour des ressources humaines, dans les thématiques opérations, qu'on a beaucoup utilisé sous le terme achat tout au long de la présentation. Et enfin, sur toute la partie innovation, tant du management, de la stratégie d'innovation que des crédits d'impôt recherche et des aides et subventions, et aussi sur toute la partie finance et taxes, qu'elles soient locales, nationales ou internationales. Merci Jean pour cette présentation. Je pense qu'on peut passer maintenant à la partie questions parce que moi j'ai des questions qui me sont posées via le module questions. Donc la première question qui m'a été posée c'est celle de Cédric. Cédric, est-ce que tu pourrais poser ta question de vive voix à Jean? On ne t'entend pas, peut-être tu pourrais activer ton micro. Je pense que ce serait super. Ok, c'est pas très grave. J'ai une question qui m'est posée via le module. La première. Oui, désolé, je n'avais pas activé mon micro, excusez-moi. J'entendais bien tout le monde. Oui, Jean, je souhaitais effectivement savoir si il était possible
et en l'occurrence envisageable à quelles conditions de pérenniser une méthode Diag Flash et de l'intégrer dans la culture du pilotage de l'entreprise et finalement de la laisser à la main de l'entreprise? Oui, il est possible et au-delà d'être possible, je pense nécessaire de passer la main à travers en fait on va dire le transfert de savoir et je veux pas paraître manquer d'humilité là-dessus, mais le point, je pense, est tout au long du projet. C'est vrai qu'on en a peu parlé quand on accompagne les clients, mais on est en relation, si c'est pas quotidien, en tout cas très régulière, avec nos interlocuteurs, que ce soit direction ou opérationnel. Et donc, tout au long du projet, on va partager, on va là parler de bonnes pratiques, on a parlé aussi des process. Donc, tout l'objectif est justement de participer à la pérennisation et j'allais dire, au-delà de la culture des économies, j'avais parlé de manière plus large de la culture de la performance, dans lequel on retrouve bien sûr un axe économique, mais pas que. Et c'est justement en travaillant sur l'ensemble des axes, on parlait tout à l'heure amont, application et aval, et je pense qu'on a donné quelques exemples. Ça, c'est du coup, on disait transfert de savoir-faire, travailler sur toute la chaîne de valeur pour l'intégrer dans la culture performance, mettre en place des actions du suivi des indicateurs pour mesurer les impacts des différentes actions menées et pouvoir aussi tirer tous les bénéfices du travail réalisé. Et peut-être j'aurais dû même commencer par ça, avant toute chose pour insérer cette culture et intégrer cette culture. Je l'abordais un peu tout à l'heure, mais c'est d'expliquer quel est l'objectif du projet, quel est l'objectif de la mission, pourquoi on est là et pourquoi on s'inscrit aussi sur la durée. Voilà. Et donc, à chaque entreprise et on peut les accompagner sur trouver le pourquoi, trouver le pourquoi aujourd'hui on accompagne un certain nombre de structures, mais je pense que c'est important vis-à-vis de l'ensemble des équipes de bien communiquer sur le pourquoi on mène ce projet et qu'est-ce que ça va nous permettre de dégager. Certains vont le faire dans une logique d'investissement, d'autres vont le faire dans une logique de sauvegarde de l'emploi. Quelles que soient les raisons, je pense qu'un bon nombre, en tout cas, peuvent et doivent être partagés avec les collaborateurs pour qu'ils comprennent le sens de la mission. Merci Jean. J'ai une question qui vient de nos auditeurs ce soir, qui est de votre expérience sur les 4 thèmes que vous avez abordés au début, à savoir la fiscalité, l'innovation, les opérations et les RH. Quel thème peut-on dégager le plus de gisements de gains? Alors, la question n'est pas aisée et je m'excuse d'ores et déjà de la réponse que je vais vous faire. En fait, en soi, j'ai pas vraiment de réponse et je pourrais pas vous faire de promesses là-dessus. On a eu tellement d'expériences qu'on a pu accompagner avec des clients ou même parfois en démarrant le projet, j'avais limite une conviction en disant ben, sur ce thématique-là, on va plutôt trouver des enjeux sur la fiscalité et les achats et où la réalité a été un peu différente. On a des clients sur lesquels on va rien trouver sur des thématiques ou peu trouver de choses sur la partie RH et à côté de ça, on va trouver des beaux gisements et des beaux enjeux sur la partie fiscale ou innovation ou encore achat. Et d'autres, alors qu'ils sont du même secteur, qui semblent avoir une organisation et un mode de fonctionnement assez similaire, on va trouver d'autres gisements. Je pense que, et c'est tout l'intérêt d'avoir cette vision à 360 dont on a parlé, c'est que ça multiplie les chances d'une certaine manière de trouver des gisements d'économie, de trésorerie. Et je me permets d'interpeller sur ce point Vincent, mais les dernières missions qu'on a pu réaliser avec Vincent, je pense qu'au tout début du projet, on avait des convictions assez partagées avec Vincent sur les sujets qui allaient être porteurs. Et alors parfois, l'expérience l'a confirmé, mais parfois on a aussi dû s'adapter et convenir de dire il est surtout urgent de s'arrêter parce que là, il n'y a pas d'enjeu. Mais si Vincent, vous souhaitez compléter, surtout n'hésitez pas. Je confirme. Et ce que j'ai apprécié à ce moment-là, c'est que quand il y avait du temps quelque part qui était dégagé parce qu'on convenait qu'il n'y avait rien à faire, alors de mémoire, c'était sur les coursiers et puis sur d'autres petites catégories de ce type où franchement, il n'y avait pas grand-chose. Eh bien, en fait, vous vous êtes très vite réadapté pour augmenter la voilure si nécessaire sur un autre sujet.
Oui, oui, je confirme. En fait, au départ, on avait un plan de bataille digne de l'attaque d'une banque dans un polar. Et puis évidemment, ça s'est pas passé comme c'était prévu. Merci beaucoup à tous. Je pense que nous allons clôturer le webinaire parce que nous avons bien dépassé le temps imparti. Je vous remercie tous, Cédric, Jean et Vincent, pour vos interventions et la pertinence de votre discours. Je vous souhaite tous et tous une excellente fin de journée. Merci Delphine, merci à toutes et tous. Merci, Merci. au revoir.